Bonjour la compagnie. Un jour de plus, un jour de moins. Comme me le disait mon infirmière quand j'étais adolescent, ben, j'avais un traitement assez long, en fait, qui a duré plusieurs années. J'avais une infirmière philosophe. Et en fait, elle avait transformé, elle me faisait des piqûres, elle me disait une piqûre de plus, une piqûre de moins. Un jour de plus, un jour de moins. Et je comprenais pas trop. J'ai compris, je crois que j'ai percuté 6 mois, 1 an après, en fait. Ce que ça voulait dire, en fait. C'était relatif à la mort, et à l'époque... Enfin bref, c'est une autre histoire. Hein. Alors, nous allons continuer la lecture de Philippe Génada, Vie et mort de la jeune fille blonde. Il faudra un moment que je m'étende sur ce titre. Et on attaque le chapitre 4, qui s'appelle 4. Et je me rends compte qu'en fait, à ce livre-là, il faut que je lise un chapitre par séance, en fait. La première séance, j'en ai lu 2. C'est pas comme des fragments, quoi. Je peux pas y aller, genre 3 ou 5 ou 2 ou... C'est pas possible, je peux pas m'arrêter en plein milieu d'un chapitre. Donc, bon, bah, je vais faire ça. Alors, et peut-être que je pourrais faire un petit résumé aussi. Peut-être que ça serait bien un petit résumé. Donc, on a le narrateur qui est arrivé chez les Mourati avec différents invités pour un dîner un peu branque. Ils sont tous plus ou moins alcoolisés. Ils ont fait un concours de baffe dans la gueule avant de manger, un cuisseau de chevreuil. Et le narrateur, lui, s'approche de la quarantaine, un peu isolé, un peu mais tranquillou, quoi, un peu branque, grand timide, alcoolisé aussi. Voilà, je trouve que c'est un bon résumé. Je vais faire comme Netflix, en fait. Je vais faire un... en fait, il faut faire comme Netflix. En fait, il faut faire comme Netflix pour les lectures. Un petit résumé avant pour ceux qui ont raté le début, en fait. Dès que je trouve comment passer l'intro, je mettrai le bouton, mais je pense que ça ne sera pas demain la veille. Alors, on attaque. Je suis un peu fatigué, mais on attaque quand même. Il n'est pas facile de se mettre à table après une telle débauche de rage et sans période de décompression. Bon, là, il parle du concours de baffe et de cuisse de fer. Je vous renvoie au chapitre 3 lu hier. Et le dîner commence. Il n'est pas facile de se mettre à table après une telle débauche de rage et sans période de décompression. Les premières minutes, on est encore dans la lutte, les convives sont pantelants, les yeux brillants, les joues rouges et la colère au ventre. Si on ne se raisonne pas, on casse son verre sur la tête d'Odilard. Mais Alice et Paul avaient le don de la transition, c'est toujours ça. Et le temps que les pommes de terre soient servies, ils avaient sorti leurs invités de cette atmosphère de pugilat de foire pour les plonger en douceur, comme des petits beignets dans l'huile, dans l'atmosphère confortable d'un dîner chaleureux. En 3 mots et 2 gorgées, claques et défaites étaient oubliées. Seule Anne-Catherine Fat semblait toujours en léger décalage, dans un monde voisin. Finalement, elle n'avait été réellement présente, incarnée parmi nous, que lorsqu'il s'était agi de combattre. S'en voulant peut-être encore d'avoir les cuisses trop faibles, mais j'avais envie de lui dire, c'était très bien comme ça, une femme qui a les cuisses musclées, dures, est un monstre. Bob Royal ne parlait pas davantage, mais ne paraissait pas absente. Au contraire, elle boudait activement, gourde, pesamment, comme souvent. Jacques faisait mine de ne pas s'en soucier, mais on devinait qu'elle occupait une partie de son esprit, sur sa droite, qu'il sentait son poids en lui le déséquilibrer. Nous savions tous que lorsqu'elle commençait comme ça, elle ne finissait pas la soirée sans lui cracher dessus ou l'assommer avec un objet quelconque. Si elle n'avait pas eu ces seins-là, ces 24 ans et demi, ce visage de top modèle et cette grâce de se laisser baiser chaque fois que Jacques en avait envie, de lui donner de bon cœur ses seins, son cul et tout ce qui allait autour comme on donne une cigarette, il l'aurait écarté de sa vie depuis le 3e jour. Elle ne serait plus qu'un souvenir diffus, une fille dans Paris. Mais après tout, chacun ses armes, elle avait les siennes. L'écrivain savait peser le pour et le contre. J'adore. J'adore. Et puis, il y a un propos, là. L'écrivain savait peser le pour et le contre. Il y a du méta, il y a des digressions, il y a de tout. Paul découpait le cuisseau.
Il en a posé un gros morceau dans son assiette, à côté des pommes de terre sautées. J'ai bu une gorgée de vin, j'ai pris ma fourchette et mon couteau. J'ai attendu que tout le monde soit servi. Belle viande. Non, j'ai reposé mon couteau et bu une autre gorgée de vin. J'ai repris mon couteau. Ça doit être bon ce cuisseau, non? C'est marrant, depuis que je me suis imaginé par hasard que ce chevreuil était possédé par l'envie de nuire jusqu'au-delà de la mort, je regarde son bout de cuisseau d'un autre œil. Il me paraît, je ne sais pas, étrange. Pas possédé, il ne faut pas exagérer, mais tout de même mystérieux. Je me fais des idées, ce n'est qu'un bout de cuisseau. Il a appartenu à un chevreuil, c'est vrai. Il n'y a pas si longtemps, un chevreuil qui avait peut-être un regard de fou, qui reniflait furieusement, qui courait dans la forêt à la manière d'un crocodile. Mais là, ce n'est plus qu'un morceau de viande. Bien cuit, possédé ou pas, il ne peut pas me faire de mal. Tout le monde mâchait gaiement. J'ai tenté de rappeler Gutégon de Saint-Flour, qui m'aurait déchiqueté ce truc-là à grands coups de dents en riant à gorge déployée. Fameux cuisseau, mes seigneurs, Mais il restait figé dans sa clairière, des milliers d'années en arrière. Non, plus personne ne viendrait le déranger. Alors bravement, dans mes vêtements noirs de quasi-quadragénaire parisien du 3e millénaire, avec mes petites dents qui jusqu'alors n'avaient broyé que pour ainsi dire que du Babybel et des knacky Herta, j'ai mastiqué délicatement la viande forte et avalé sans broncher l'âme du chevreuil aux yeux de fou. J'ai avalé sans broncher l'âme du chevreuil aux yeux de fou, juste après ces petites dents qui n'ont broyé que du Babybel et des knacky Herta. Waouh, en fait, c'est bon comme du canard à l'orange, Philippe Génada. Voilà, c'est du canard à l'orange. C'est du ce genre de plat là, sucré salé ou aigre doux, enfin, c'est ce type de plaisir. Il y a des gens qui détestent, hein, mais bon, ça fonctionne, hein, sinon ça n'existerait pas. Enfin, ça aurait existé un moment, puis ça aurait disparu, puis ça n'a pas disparu, donc c'est que ça fonctionne. Oh, je suis sûr qu'on peut tracer comme ça des constellations entre différents arts qui pratiquent les mêmes gestes. Voilà. Aigre doux, sucré salé, canard à l'orange. C'est ce que fait. Là, on n'est pas en train de manger un cuisseau de chevreuil, on est en train de manger un canard à l'orange, en fait. C'est ma théorie. Le portable d'Alice a signé un signe de l'extérieur du cube. Elle s'est levée pour le prendre sur une petite table du salon, puis est revenue s'asseoir. C'était Patrick Godlin. La conversation a duré longtemps et personne à la table n'a quitté Alice des yeux. Car en fait de conversation, c'était plutôt un monologue d'Odeline. Elle ne faisait que ponctuer ce qu'il disait par des non, des c'est pas vrai et des quoi qui ont fait tiédir les pommes de terre sautées dans les assiettes. Après avoir coupé la communication en secouant la tête, elle nous a raconté ce qui était arrivé à l'absent du soir. Philippe, un ami qui était parti à Los Angeles, lui avait laissé à tout hasard les clés de sa voiture, une Golf presque neuve. Il ne comptait pas s'en servir, mais ce soir-là, il avait décidé de la prendre par flemme, de traverser tout Paris en métro depuis Pigalle. Il était de plus un peu en retard, les gens, et n'avait pas envie de filer encore 20 € à un chauffeur de taxi qui le regarderait de travers à cause de son allure. Un jour, nous étions ensemble à Monaco quand un type l'avait abordé dans une ruelle pour lui demander à quel hôtel il était descendu. Surpris, il n'avait pas répondu. Il faut être extrêmement docile et mécanisé pour répondre du tac au tac à ce genre de questions posées à l'improviste par un inconnu. Mais l'homme avait insisté sur un ton autoritaire qui nous avait laissé ahuris. Je vous demande dans quel hôtel vous êtes descendu. Cela fait à peu près le même effet que si quelqu'un vous barre le passage dans la rue, vous attrape par le bras et ordonne « Dites-moi ce que vous avez mangé hier soir. Et ne plaisantez pas avec moi, attention. » Ce n'était pas un dragueur pédé en goguette, ou alors il fallait qu'il révise sa méthode car elle était trop directe, elle foutait les jetons. Non, en fait, c'était un flic en civil. Et pas en goguette, sorti de l'ombre, il était venu droit vers nous. Enfin, vers Eudeline. Moi, j'étais habillé normalement. Une des innombrables caméras de surveillance l'avait probablement repéré. Qui c'est ce zozo? Et le type avait aussitôt été envoyé en reconnaissance pour le passer à la question discrètement, sans faire de scandale. Quand Patrick lui avait donné le nom de l'hôtel, le Métropole Palace, l'un des plus classes de Monte-Carlo, et le numéro de la chambre, l'agent de contrôle du paysage avait hoché la tête et tourné les talons, supposant sans doute qu'il avait affaire à l'une de ces rockstars qui nous détériorent l'atmosphère de la ville. Ah, j'aime bien l'agent de contrôle du paysage. Il s'était donc installé dans la Golf et après quelques hectomètres prudents et poussifs, car il n'avait pas conduit depuis que Paris était devenue capitale de la France, il s'était senti plus à l'aise. Ses bras s'étaient assouplis, ses jambes s'étaient détendues, il avait accéléré. J'aimais beaucoup cet homme, Patrick Hedlin. Il avait raté son permis à 20 ans à cause de ses plateformes shoes, surtout, de ses lunettes noires et de ses cheveux, puis avait retenté sa chance un peu plus tard avec des chaussures à peu près normales, sans lunettes bien coiffées, et l'avait eu sans problème.
Mais il n'avait pas fait 1 kilomètre que juste devant lui, une vieille femme avait essayé de traverser la rue comme un cheval une rivière. C'est l'impression qu'il avait eue sur le coup, dans la panique. Mais plus probablement, elle avait juste essayé de traverser la rue comme une vieille femme, une rue, sans regarder ce qui venait, cela dit, Kakoshim inconsciente. Il n'avait eu que le temps de la voir apparaître dans les phares. Craven a poussé un cri, Marie-Sophie horrifiée a frappé dans ses mains, ce qui a fait sursauter tout le monde à table, car évidemment le clap évoquait le bruit d'une vieille femme flasque aplatie sur le bitume. Jacquin et Sladvogue avaient murmuré ensemble « Oh non !» et Paul Murati s'est frappé la tête, paf. Mais Edline en avait vu d'autres. Il a réagi dans la fraction de seconde, donnant un brusque et habile coup de volant qui lui a permis d'éviter la vieille femme et de percuter le trottoir de plein fouet. La Golf a rebondi brutalement, puis mollement. Le temps qu'il retrouve ses esprits, quand on n'a pas conduit depuis longtemps, ça émeut, la vieille avait filé pour s'engouffrer probablement dans quelques maisons de retraite voisines. Il allait redémarrer quand on a tapé à sa vitre. On dirait que j'y étais, mais je ne fais qu'interpréter de mon mieux le récit d'Alice, qui interprétait de son mieux celui d'Adeline. Si je m'autorise quelques fioritures, c'est pour le confort de lecture. C'était deux types qui buvaient un coup dans un bar proche quand ils avaient entendu un grand boom. « Ça va, monsieur ?»« Oui. »« C'était quoi? Vous avez eu un accident, là? Ça fait un putain de gros bruit. »« Non, ça va, j'ai tapé le trottoir, quoi. »« Oui, mais... Oh, putain, monsieur, venez voir. » Eudeline est sortie de sa voiture et l'a contournée. La roue avant droite était foutue, le pneu avait éclaté et la jante ressemblait à un cercle comme un triangle à un carré. Il était déjà tard. Eudeline a vu la tête de son ami Philippe, la dépanneuse de nuit, le trajet sinistre avec la Golf, le nez en l'air, le mec du garage, en pyjama ou presque, le prix qu'il demanderait, la nuit à attendre, plombé par ce coup du sort. Eudeline en avait vu d'autres, bien sûr, mais tout de même, il s'est dit qu'il aurait été mieux avisé de filer 20 € à un chauffeur de taxi qui l'aurait regardé de travers. « On a un pote qui a un garage, monsieur. Si vous voulez, on peut lui donner un coup de fil pour voir s'il peut faire quelque chose. Enfin, c'est comme vous voulez. » Les deux jeunes types avaient l'air sympathiques et de toute façon, qu'est-ce qu'ils pouvaient faire? La dépanneuse, les cernes du garagiste, la facture scandaleuse? Ensuite, le regret lancinant, durant des jours, d'avoir tapé un trottoir un soir d'automne pour éviter une vieille femme qui traversait la rue. Il a accepté que les deux bonnes âmes surgies de nulle part appellent leurs potes. Tout pouvait s'arranger en quelques minutes. Il repartirait comme si rien ne s'était passé. « Oh non !» s'est exclamé Luc Mérite. Mais pour Luc Mérite, c'était plus facile. Il avait vu la tête d'Alice à la fin de sa communication téléphonique avec Eudeline. Et il était mathématicien. Il savait que la première porte, celle qui s'ouvre le plus facilement, n'est pas toujours la bonne. Les gangsters aussi le savent. Et les acteurs, les écrivains, tout le monde le sait finalement. Mais dans le feu de l'action, bien sûr, on saute même par la fenêtre, qu'on soit chanteur ou mathématicien. Cela dit, Eudeline ne s'était pas encore engagé. Il attendait d'entendre ce qu'allait lui dire le garagiste volant, lequel est arrivé rapidement sur les lieux. Ce type était diablement disponible. Après un rapide coup d'œil à la roue, il a déclaré que ça ne posait pas trop de problème. Il avait une roue de golf chez lui, formidable. Il lui fallait 10 minutes pour aller la chercher et un quart d'heure pour la poser. Ces trois garçons tombaient du ciel. Dans 20 minutes, Eudeline pourrait se remettre au volant et se rendre chez les Mourati tranquillement, sans plus jamais penser à cette vieille folle furtive qui avait projeté sa voiture contre un trottoir et qui mourrait bientôt sans laisser de traces de son passage. Il se doutait bien que la roue qu'on allait lui mettre ne serait pas marquée du label honnête et pur. Mais si on devait refuser tout ce qui n'est pas irréprochable, on errerait toute sa vie dans les rues entièrement nues, le ventre vide et l'air dépité. Il a pris... Ouais, c'est vrai. Moi, une fois, j'ai acheté des parfums qui étaient tombés du camion. Je m'en suis voulu. Je me suis dit, c'est pas moi qui les achète, ce sera quelqu'un d'autre qui les achètera. Alors, je les ai achetés. Mais après, j'ai regretté. Et puis, je n'ai pas recommencé. Je préfère payer une fortune. C'est vrai, quoi, les parfums, c'est du délire. Terre d'Hermès, par exemple, ça fait quoi? Ça doit faire 2-3 ans que je le porte. Fiole comme ça, je sais pas, 250 millilitres, 90 €. Qu'est-ce qu'ils mettent dedans, en fait? Voilà, je pense que le prix de revient de la fiole, ça doit être 4 €. Et moi, je m'en fous que ce soit Hermès, hein. C'est juste que c'est vraiment, ça sent très bon. Le parfum ne vire pas. Je sais pas, je paye la recherche et le développement. Je sais pas ce que je paye, mais ça fait mal, hein. Faut souffrir pour sentir bon, en fait. C'est la morale de cette histoire. Il a pris soin de demander combien ça lui coûterait avant de donner son accord. Le spécialiste a répondu 300 €. Eudeline a trouvé que c'était extrêmement cher.
Les 3 anges lui ont expliqué qu'un pneu ça coûtait cher, qu'une jante ça coûtait cher, que la main-d'œuvre ça coûtait cher, qu'ils s'en seraient tirés tout compte fait pour la même somme chez un garagiste classique et que le temps qu'il gagnerait avec eux, ça ne se chiffrait pas. Lynn savait bien qu'il se faisait avoir, mais après tout, pas tant que ça. Il a donc accepté et confié les clés de la Golf au garagiste amateur auquel il faisait tout de même confiance d'une certaine manière. C'est pas vrai, elle soupirait Luc. Ça sent le mauvais plan, a pressenti Marie-Sophie. Je te le fais pas dire, a confirmé Paul. Je vous paie un verre, a proposé Adeline. Les 2 truands l'ont accompagné dans le bar d'où ils étaient sortis pour lui porter secours, et afin d'attendre agréablement que tout rentre dans l'ordre, il a pris une vodka orange, et eux, 2 verres de lait. Il aurait dû se méfier, là. Ensuite, tout est allé très vite. Ben, tu parles, a fait Luc. Un quart d'heure plus tard, le garagiste est revenu avec les clés, c'était fait. Eudeline a régalé les consommations, est sorti vérifier que le travail était correctement effectué, la voiture était toujours là, la roue changée. Et il ne manquait même pas l'autoradio. L'homme de l'art a montré la roue cabossée, inutilisable, qu'il avait déposée dans le coffre, le cric qu'il n'avait pas réussi à remettre correctement en place dans le logement exigu prévu à cet effet, c'est pas grave, puis a réclamé ses 300 euros. Eudeline, loyale, a avisé un distributeur proche et est allé y retirer la somme, suivi, comme son ombre, par les 3 escrocs en puissance qui semblaient craindre qu'il n'essaie de les entourlouper. Quand on vit dans un univers de mensonges et de coups tordus depuis l'enfance, on se méfie de tout le monde, même d'Eudeline. Lorsqu'il s'est retourné pour leur tendre les 6 billets de 50, il l'encerclait, le serrait d'assez près, et leur regard avait changé. D'une voix froide, l'un des 2 buveurs de lait lui a demandé 300 euros supplémentaires. Tiens, qu'est-ce que je disais? Ça, c'est Luc. Mais là, Eudeline n'a pas apprécié. C'est le plus tout des hommes, mais si l'on touche l'un de ses nombreux nerfs sensibles, tout s'emballe. Il a changé de ton lui aussi, leur a expliqué qu'il ne fallait pas exagérer, que c'était bien comme ça, qu'il pouvait s'estimer heureux d'avoir gagné 2000 balles avec une vieille roue volée. Il a enlevé ses lunettes noires, ses yeux livides sont inquiétants, et ses agresseurs, sentant monter très vite la pression bizarre face à eux, ont sans doute compris que le fait qu'ils soient 3 ne changeait pas grand-chose pour lui. Ils l'ont bousculé un peu, mais sans réelle méchanceté, juste pour le tester, voir s'il ne se dégonflait pas. Et comprenant qu'il ne se laisserait pas impressionner, ses yeux ne sont pas normaux, ils sont partis sans lui dire un mot méprisant. Eudeline les a regardés disparaître au coin de la rue, puis est retourné vers la Golf, soulagé de s'en sortir finalement si bien. Il a ouvert la portière, il s'est assis au volant, il a refermé la portière, il a démarré, il a passé la première, il a roulé 50 cm et l'avant de la voiture s'est affaissé dans un grincement sinistre. Il a appuyé sur l'accélérateur, elle n'avançait plus d'1 millimètre, comme si elle avait le nez enfoncé dans le bitume. Il en est descendu digne. Les roues avant étaient parallèles, comme les skis d'un enfant de 5 ans sur une piste rouge. La droite semblait vouloir tourner à gauche et la gauche à droite. La voiture louchait, l'air bête et désemparé. Et le fait que ce soit une voiture et non une créature vivante rendait la chose encore plus triste et pitoyable, car elle n'avait même pas conscience de ce qui lui arrivait. Elle était là, plantée, les pinceaux emmêlés. Eudeline s'est mis à 4 pattes sur la roue et a regardé en dessous. La barre qui reliait la roue avant droite au reste de la voiture. Il ne savait pas comment ça s'appelait, moi non plus, était cassé. L'axe de je ne sais quoi, brisé comme un bout de bois, il s'est redressé dans un état second. Paul s'est levé de table et s'est dirigé vers la cuisine. J'ai entendu la porte du frigo s'ouvrir et se refermer quelques secondes plus tard, tandis que Patrick s'en allait d'un pas de robot déglingué, de sa démarche skieuse, comme il dit, vers le bar, où il avait offert du bon lait au scélérat. Le patron les avait vus ce soir-là pour la première fois. Personne au comptoir ne les connaissait. Si ça se trouve, la vieille fusée kamikaze était de mèche avec eux. C'était peut-être même le garagiste qui trottait bossu sous un foulard et un manteau usé. Ça, c'est la vieille dame là, qui a déclenché l'accident. Opération réussie, les gars, à vous de jouer. N'importe quoi. Patrick a bu quelques vodka orange pour essayer de se calmer, de réfléchir. Il faudrait appeler un dépanneur. Il est descendu fataliste de son tabouret, en pensant au lendemain pénible qu'il attendait, mais d'abord à la soirée chez les Mourati, et après avoir demandé combien il devait pour les 2 ou 3 vodka orange, il s'est aperçu qu'il n'avait plus sa carte de crédit. Ah putain, ça vole en escadron, les emmerdes, c'est comme les canards en fait. Je sais pas si vous en êtes rendu compte. Moi, je m'en suis rendu compte. C'est dingue, hein, c'est vrai. Hein, il y a la loi des séries, c'est vrai. Hein. Plus dans un sens que dans l'autre. Hein. C'est plus les emmerdes qui volent en série que les joies. Mais les joies aussi. C'est tout en même temps, en fait. Hein, elle n'est pas saupoudrée correctement, la vie.
Quelquefois, il y a toute la salière qui, qui tombe. Hum. Deux poings ont frappé sur la table. Slat a plongé la tête vers son assiette. Paul a poussé un cri rageur et Anne-Catherine Fatt a laissé tomber son verre qui a éclaté sur le carrelage blanc du sol. Eudeline avait beau fouiller désespérément sa mémoire, il ne se souvenait pas de ce qu'il avait fait de sa carte après avoir retiré les 300 € au distributeur. Il l'avait probablement rangée dans son portefeuille, même s'il ne se revoyait pas faire le geste. Mais comment les trois fourbes avaient-ils pu la prendre? Au moment où il le bousculait? Et pourquoi aurait-il remis le portefeuille dans la poche intérieure de sa veste? Quand? Comment? Il avait gardé sa carte à la main? 30 secondes avaient disparu de sa mémoire. Il les avait pourtant vécues à peine une demi-heure plus tôt. Ce souvenir devait se trouver quelque part, tout près, le souvenir intact de chaque geste, mais il ne le retrouvait plus. Il ne retrouverait jamais ces 30 secondes. Voilà, ben moi c'est pour ça, j'adore là. J'adore après ce truc, il y a un peu de Frédéric Dard, il y a... Ça a l'air comme ça, il y a des accents audiards, mais en fait à la fin il y a de vraies réflexions, sur le souvenir, là, les 30 secondes qu'il ne retrouverait plus. Je trouve ça très beau, très profond, très, très juste, au milieu comme ça. Puis c'est amené de façon... C'est ça qui me plaît, en fait. Ça me plaît beaucoup, en fait. Parce que ça déshabille de l'esprit de sérieux que j'ai si souvent critiqué. Ça déshabille de l'esprit de sérieux oui, la mélancolie ou toutes les déceptions, toutes les choses un peu, voilà, tous les vagues à l'âme, quoi, en fait. Ça les nappe, en fait. Comme de la mauvaise viande, vous savez, de la viande déjà un peu passée, et qui est recouverte d'épices. Vous voyez, dans les supermarchés, ils font ça, ils font du réemballage. Vous le savez quand même qu'il ne faut jamais acheter de viande épicée. Parce que si elle est épicée, la viande, ça veut dire qu'elle marche toute seule, en fait. Bon, il est sorti noter le numéro indiqué sur le distributeur maudit pour faire opposition et a téléphoné aussitôt, encore ahuri, comme si un géant lui avait asséné un puissant coup de massue sur la tête. Le lendemain, il m'en a parlé 2 jours plus tard, il apprenait de la banque que les ordures, courtes, races sans scrupules et sans âme, avaient eu le temps de tirer tout ce qui était possible de la carte. Et ce n'était pas rien, car il avait eu la faiblesse, il s'était trouvé un peu ridicule dès qu'il l'avait eu en main, d'accepter la gold que son banquier lui avait proposée, après la remise d'un bon chèque d'avaloir de son éditeur, en se disant qu'il n'aurait ainsi plus à calculer ce qu'il retirait chaque semaine. Eux, ils avaient pu retirer, en une demi-heure, plus de 1 000 €. Avec le code qu'ils avaient vu par-dessus son épaule, bien sûr, donc la banque ne le rembourserait certainement pas. Or, il avait pompé l'avaloir jusqu'à la dernière goutte depuis bien longtemps. Quant au garagiste vrai, l'honnête, il lui remettrait la Golf de Philippe en parfait état pour plus de 1 000 € également. Au total, Eudeline paierait 2 500 € pour avoir réussi à ne pas écraser une vieille dingue. Alice avait fini son histoire. À table, tout le monde se sentait désolé pour lui. Les visages étaient sombres et les pommes de terre froides. Chacun se rendait bien compte que ce n'était pas si grave, quelques milliers de francs, quelques centaines d'euros évaporés, auxquels Eudeline ne penserait plus bientôt. Il aurait pu tuer quelqu'un qui passait sur le trottoir ou s'exploser la tête dans le pare-brise en percutant un réverbère. Mais une certaine consternation régnait tout de même à présent dans la salle à manger au fond de l'impasse, pendant qu'il rentrait chez lui à pied, dans Paris la nuit, loin d'ici. Pour moi, à l'intérieur du cube Mourat, le choc n'allait pas tarder à se produire. Bon, c'est la fin du chapitre 4. Et je ne sais pas si vous, enfin ceux qui ont suivi, comme il fait monter en fait, à chaque fin, on est au chapitre 4, et je crois, en tout cas sur les 3 derniers, peut-être pas le premier, si le premier, il annonce un choc qui ne vient pas. On se dit, putain, on va se le prendre, le choc, on va se le prendre là, c'est le prochain, c'est bon. J'aime bien ça. Ça crée le désir. Bon, évidemment, il ne faut pas décevoir derrière. Hein. Ça crée un horizon d'attente, là. On se dit, bon, mon gars, là, tu nous as dit qu'il allait y avoir un choc, un vrai choc, c'était une soirée qui allait changer ton existence. Tu y viens ou quoi?
Donc, je crois qu'il fait exprès. En fait, là, les digressions, elles ont un rôle. Elles créent de l'impatience. Et puis, ces petites annonces comme ça, à chaque fin de chapitre, elles relancent le désir. C'est du teasing, en fait. C'est du teasing. C'est très bien fait. Je trouve que c'est très bien fait. Au passage, hein, un teaser ou le teasing, ça vient du français attiser, le verbe attiser. Ou un tison. Vous savez, un tison pour relancer le feu, en fait. Et donc, j'ai jamais compris pourquoi quand on disait « Ah, le teaser de ce film », pour la petite bande-annonce là qui donne envie d'aller voir le film, on l'écrivait à l'anglaise, T-E-A-S-E-R. Il suffit d'écrire T-I-S-E-U-R. Et on est bon, en fait. Puisque ces cons nous ont pris le mot, en fait. Teaser, ça vient de attiser, on n'a qu'à le franciser. Je comprends pas. C'est comme piercing. Piercing, ça vient de percer en français. Alors, gardons le ing, mais il faut l'écrire piercing, comme percer, en fait. On ne met pas le i devant, là. Non? Ce serait pas plus beau, plus... Hein? Je comprends pas. C'est comme spoiler. Spoiler, ça vient de spolier en français. Oh, ne me spoil pas le film. Bon, mettons qu'on ne veuille pas dire défloré parce que c'est un côté cucu. Je suis d'accord, c'est cucu, défloré. Mais on n'est pas obligé de dire genre, oh, tu m'as spoilé le film. Tu m'as spolié le film, la fin du film. Tu m'as spolié de la fin du film. Et là, en fait, à la fois, on intègre l'apport intéressant, en fait. De toute façon, si spoiler a dégagé Défloré, c'est que Défloré n'allait pas, en fait. Pour une raison ou pour une autre, c'est pas à nous de juger. Mais on peut pas gober, spoiler dans cet état-là, quoi. Il faut le rendre à sa francité, sinon ça désaccorde la langue, en fait. Tu m'as spolié le film. Là, ok. Voilà. D'ailleurs, les Anglais, ils ont une manie, là, de rajouter des i à tous les mots français. Et vu que la quasi-totalité de leur vocabulaire vient de notre langue, ils ont rajouté des i partout. Comme les mails, en fait. Les mails. Les mails. Ça vient d'où, les mails? Ben, ça vient, c'est assez ancien. Ça vient de l'invention en France, car nous avons tout inventé, je vous le rappelle, du cinéma à la photographie en passant par le bœuf bourguignon. Ça vient de l'invention de la malle postale, en fait. Et quand les Anglais, voilà, les gens, ils n'avaient pas tous les moyens de se payer un cavalier pour envoyer un petit mot doux à la princesse du château d'à côté. Donc à un moment, ils ont mutualisé les dépenses, quoi. Et du coup, quand il y avait des calèches, là, je sais pas comment ça s'appelait, je sais pas, qui faisaient Paris-Reims, les mecs, ils envoyaient tout leur courrier tous ensemble, quoi. Puis un mec les récupérait à Reims et les distribuait. Et c'était dans une malle, en fait, qu'on a appelé assez rapidement la malle postale. Et quand les Anglais ont vu ça, vu qu'ils sont sur Terre pour espionner, voler et conspirer, perfide Albion, ils se sont dit « Oh, mais quelle incroyable invention! On va faire la même chose, on va appeler ça la mail. » Et c'est devenu la mail post, en fait, mail. Voilà, on envoie une lettre en Angleterre, ça fait des siècles, c'est des mails. Mais en fait, ça vient de la malle postale, la malle française, la malle, dans laquelle on mettait les lettres. Et après, quand il y a eu Internet, eh ben, ils ont rajouté le i, email. Alors bon, nous, quand on a récupéré mail, on a viré le i qui nous sert à rien. Et on se rend compte qu'en fait, pour eux, il est important. Parce que quand vous dites à un Américain ou à un truc, Do you want my mail address? Ils ne comprennent pas. Ils pensent que c'est l'adresse postale, en fait, que vous voulez communiquer. Alors que vous, c'est votre email, en fait. Ah, c'est bon. Bref. Donc, on a enlevé le i, déjà. Le seul problème, c'est qu'on prononce mail pour un truc qui s'écrit M-A-I-L. Et ça, c'est pas possible. Complètement fou, en fait, comme prononciation. Courriel, c'est de la merde. Hein. Enfin, je veux dire, on aurait pu faire quelque chose à propos en partant d'une étymologie gréco-latine, mais courriel, c'est vraiment du néologisme de teubé, quoi. J'adore les Québécois et tout, mais là, vraiment, c'est nul. Donc, c'est pour ça qu'on l'a pas pris, quoi. C'est incroyable. Enfin, je sais pas. Il y a un moment, les gens se sont dit, on préfère être envahi que ridicule, en fait. Donc, on va choisir mail, pas courriel. Mais ça pose toujours un problème, mail. Donc voilà, ils ont rajouté un i à la malle postale, c'est devenu mail. Un i à spolier, c'est devenu spoiler. Un i à teaser,
Enfin non, pas un I à teaser, mais un EA. Alors là, ils n'ont pas gardé le I, hein, ils ont mis un EA. Un I à piercing, c'est devenu piercing. Enfin bref, ils balancent des I, en fait, les Anglais. I, ah, 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 ah. On peut les enlever quand on récupère les mots, comme ça, après qu'ils aient été massacrés par ces buveurs de bière. Non, vous croyez pas? Je me sens un peu seul sur ce souci, cette inquiétude et cette envie de changer les choses. C'est bizarre, hein, parce qu'il y a plein de gens, en fait, il y a plein de gens qui sont qui sont en guerre contre mademoiselle, qui sont en guerre contre le mot écrivain pour une femme, etc. J'ai l'impression d'être le seul à me battre pour qu'on dise spolier au lieu de spoiler, qu'on écrive teaser, T-I-S-E-U-R, comme attiser, puisque ça vient de là, comme tison. Je suis tout seul, j'ai l'impression. En même temps, ça a la classe, quoi. Peut-être que dans quelques années, ça me vaudra l'Académie française. On ne sait pas, hein. On ne sait pas. La vie, c'est surprenant. Je sais pas vous, mais moi, ma vie est surprenante. J'ai compris une grande chose. Bon, ça n'a plus rien à voir avec le livre de Philippe, mais c'est pas grave. J'ai compris une grande chose. C'est que j'étais imprévisible. Mais pour moi-même, je veux dire. Et qu'il fallait que j'accepte cet état de fait. Parce qu'il y avait du bon et du mauvais, en fait. Et donc, en fait, ben voilà, quoi. Je me rends compte que les gens qui m'aiment et les gens qui m'aiment pas, c'est pour ça. C'est parce que je suis imprévisible. Et, mais en fait, ça me rassure beaucoup, cette question. Comme je n'arrive même pas à me prévoir moi-même, je sais pas, vraiment dans les moments down, je ne sais pas comment vous faites. Il y a ceux qui ont Dieu, il y a ceux qui ont un frigo bien rempli, il y a ceux qui... Voilà, quoi. Moi, il y a une chose auquel je crois, c'est la surprise. Mais la grosse surprise, en fait. Parce que j'ai observé dans ma vie, en fait. Et quand je regarde en arrière, je me dis... mais tout ça, et ça, c'était strictement imprévisible 15 jours avant, en fait. Un peu comme le coronavirus, quoi. On gueulait parce qu'il y avait la grève. Je sais pas si vous vous souvenez. Oh, il y a la grève, putain, quel bordel. On était à 2 mois que le monde s'arrête de tourner. Mais on le savait pas, on n'était pas convaincu, putain, la grève. Quand je pense quand même que tout le monde, enfin presque tout le monde s'est souhaité la bonne année le soir du 31. Et d'ailleurs, c'était très cool, on s'est fait une fête monstrueuse ici. Et c'était vraiment, on était enthousiastes, quoi. C'était, ouais, 2020, 2-0, 2-0. C'est beau comme date. Et on savait pas que c'était l'année de l'apocalypse, en fait. Je parle d'apocalypse parce que derrière, il y aura la... Enfin, c'est la dictature, quoi. Assignement à résidence, suspension des élections, suspension des droits sociaux. C'est génial. On est tous d'accord avec ça. Ouais, ouais. Dès qu'on a peur de la mort, en fait, on devient un mouton, en fait. La liberté, ça ne résiste pas à la peur de la mort. C'est le truc, quoi. C'est le truc. De la grande mort ou des petites morts, en fait. Bon, quelle profondeur, Marc. Je pense que là, tu as posé comme ça des sortes de fondation à une nouvelle civilisation. Oui. Je pense que ce que je viens de dire est une rupture dans l'histoire de la pensée mondiale. Et mais bon, il s'agit de rester modeste tout de même. Alors, bah écoutez, on se revoit demain, ou pas. Enfin, si, moi je serai là. Et je crois que je vais peut-être tenter une lecture avec une attestation de sortie, peut-être ailleurs, quoi. Ça changerait, quoi. Ça changerait du balcon, des balcons. Hein? Je sais pas. Ben,
Toujours un peu triste en fait, de mettre fin à ces petites vidéos. Non, vous trouvez pas? Moi je trouve ça un peu... Ouais, j'ai eu mal avec la fin, la closure, là. Je sais pas, j'appréhende la sensation de deuil. Alors, on va faire une petite cigarette encore? Qu'est-ce que je pourrais raconter? Ah, j'ai fait découvrir à mes enfants la salade de concombre. Avec fromage blanc, mais malheureusement, j'ai remplacé par du yaourt grec. En plus, même pas du yaourt grec à la chèvre, mais de lait de chèvre, mais de lait de vache. Donc puis j'ai mis l'ail, j'ai mis le sel, j'ai mis le poivre, mais j'avais pas de ciboulette. Enfin bref, quand je dis que je leur ai fait découvrir la salade de concombre, c'était une arnaque, mais ils ont bien aimé quand même. Mmh. Et là, en contrebas, j'observe quelqu'un en train de se faire une omelette. Incroyable. Normalement, ça devrait nous donner envie d'une omelette, mais non. Il y a plein de trucs qu'on peut rajouter de compassion derrière. Les bâillements de compassion, quelqu'un bâille, vous bâillez. Les vomissements de compassion, quelqu'un vomit, vous vomissez. Mais en fait, on peut rajouter de compassion à tout. En fait. Il y a l'appétit de compassion, il y a tout. Pour peu qu'on soit doué de compassion, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Voilà. Je suis désolé pour cette tartine. Bon, allez. Je vais... Qu'est-ce que je vais faire? Je sais pas. J'ai tellement de choses à faire, tellement de choses en retard. Je sais pas vous. Ah, tant pis. Tant pis. Je sais pas, il doit y en avoir qui sont forts, quoi, qui sont en train de préparer la suite, qui profitent du confinement pour fourbir leurs armes. Pas moi. Pas moi du tout. C'est pas bien, Marc. Pas bien. C'est vraiment pas bien. Bon, allez, à demain.